Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons continuer aujourd'hui le second volet de la trilogie Trois femmes, trois souveraines, trois destins. Le premier avait été consacré à Victoria, le dernier sera consacré à Élisabeth, Sissi, et aujourd'hui, donc, nous allons évoquer le destin d'Eugénie. Eugénie, eh bien, quel destin que celui de cette jolie noble espagnole qui lia son sort à celui de Louis-Napoléon Bonaparte, un mariage qui la place au premier plan et fait d'elle l'une des plus fascinantes têtes couronnées d'Europe au XIXe siècle, mais aussi sûrement l'une des plus controversées. En fait, si l'on avait à résumer le destin d'Eugénie, on pourrait le résumer en trois temps. Il y a d'abord une période que l'on peut appeler les années roses, où, insouciante et libre, elle passe une jeunesse nomade aux États-Unis, en Europe avec sa mère, et cela fait d'elle une femme libre. Un mariage prestigieux l'attend, et là, il va falloir apprendre la vie à la cour et surtout le métier d'impératrice, métier auquel elle n'a pas été du tout préparée. Il y aura quelques moments heureux, nous en évoquerons quelques-uns. Et puis, dans la décennie 1860-1870, viendront les années sombres liées au revers politique. En effet, la France va devoir affronter des difficultés politiques. Il y aura évidemment l'affaire du Mexique, mais surtout la guerre de 1870. Et les calomnies vont s'abattre sur Eugénie. Tout va être de sa faute et les caricatures vont être nombreuses à son égard. Et puis, troisième temps, viendront les années noires. Les années noires, ce sera le moment de l'exil en Angleterre et puis les deuils. Et puis, pour finir, une période que l'on peut qualifier de l'errance. Il restera en effet à Eugénie 47 ans de vie à écouler. Alors, Eugénie, eh bien, Eugénie, je vais vous donner tous ses titres. Elle s'appelle Maria Eugenia Augustina de Palafox, Porte-Carrero de Guzman et Kirkpatrick. Elle est marquise d'Ardales Moya. Elle est comtesse de Théba. En fait, Eugénie, plus simplement, est née le 5 mai 1826 à Grenade par une nuit d'orage et avec en plus un tremblement de terre. Pour vous situer, elle a 6 ans de moins que Victoria et 11 ans de plus que Sissi. Vous voyez, elles sont vraiment contemporaines. Son père et sa mère. Eh bien, son père, c'est Don Cipriano de Guzman. C'est un grand d'Espagne qui l'éduque dans le culte napoléonien. C'est un pro-français extrêmement francophile qui avait en son temps soutenu Joseph, éphémère roi d'Espagne et frère de Napoléon. Quant à sa mère, elle s'appelle Doña Manuela. Elle a des origines belges, écossaises et américaines. Elle est la fille d'un consul des États-Unis à Malaga. À la mort du frère de Don Cipriano, le couple prend le titre de comte et comtesse de Montijo. Auparavant, ils étaient comtes et comtesses de Théba. Eugénie a 13 ans lorsque son père meurt. Et donc, c'est sa sœur aînée qui a 14 ans, elles ont un an d'écart. Sa sœur, que vous voyez ici sur le document, qui s'appelle Francesca, mais que l'on dénomme plutôt sous le pseudonyme de Paca, eh bien, c'est Paca qui va prendre le titre de Montero, comtesse de Montero. Et en fait, Eugénie, elle est comtesse de Théba. Donc, vous voyez, on l'appelle Eugénie de Montero, mais en fait, elle est comtesse de Théba. Vous voyez, l'appellation n'est pas tout à fait juste. Leur mère, eh bien, leur mère, fuyant les troubles politiques qui règnent en Espagne, c'est la guerre civile, c'est une question de succession au trône, eh bien, elle décide de soustraire ses filles à cette guerre civile où il y a des meurtres, des assassinats dans les rues, et elle décide d'emmener ses filles donc dans un grand périple. Ce sera aux États-Unis et ce sera un petit peu partout en Europe, à Londres, à Biarritz, à Paris. Et d'ailleurs, de 1834 à 1839,
Doña Manuela et ses filles s'installent à Paris et les jeunes filles vont avoir comme précepteur, en ce qui concerne l'histoire, un certain Henri Bell, que vous connaissez mieux sous le nom de Stendhal. Alors, Henri Bell lui raconte tout un tas d'anecdotes sur Napoléon, donc elle connaît tout des Bonaparte. Et son professeur de français n'est autre que Prosper Mérimée, qui restera un ami très cher. En 1848, Paca va faire un beau mariage. Elle épouse le duc d'Albe. Ça, c'était un mariage organisé par sa mère. Et maintenant, il faut trouver un parti pour Eugénie. Eugénie, eh bien, c'est une femme libre, une femme qui parle italien, espagnol, bien évidemment, qui parle anglais, qui parle français, avec une petite pointe d'accent tantôt, et c'est un petit accent anglais ou un petit accent espagnol. Elle est belle, elle est aguicheuse, elle sait qu'elle est belle, elle est insouciante, elle se maquille beaucoup les yeux, elle se met du rouge à lèvres, elle se teint les cheveux, elle pratique tous les jours de la gymnastique et entre autres, c'est une parfaite écuyère. Elle a même participé à des corridas, des corridas à cheval. Elle fréquente la bonne société et entre autres, elle va souvent être reçue dans un salon, le salon de la princesse Mathilde. Princesse Mathilde, c'est la fille de Jérôme. Jérôme, frère de Napoléon, qui avait été roi de Westphalie. Et en 1849, Eugénie rencontre chez la princesse Mathilde le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, eh bien, qui est-il? Eh bien, ce Louis-Napoléon Bonaparte, il est le fils de Hortense de Beauharnais, elle-même fille de Joséphine de Beauharnais, et le père de Louis-Napoléon, c'est Louis Bonaparte, un autre frère de Napoléon. Louis et Hortense ont été rois et reines de Hollande. Louis-Napoléon a 18 ans de plus qu'Eugénie, et à vrai dire, Eugénie ne s'intéresse pas tellement à cet homme, si ce n'est qu'elle aime son côté aventurier. Il s'est évadé de prison, il a dû s'enfuir en Suisse, en Angleterre, mais il ne l'intéresse pas, sans plus. En tout cas, elle a déjà refusé bon nombre de prétendants. Après 1851, c'est le coup d'État, donc Louis-Napoléon devient l'empereur des Français, Napoléon III. Et Eugénie lui envoie une lettre de félicitations. Et à présent, elle va être invitée à Saint-Cloud, elle va être invitée à Fontainebleau et à Compiègne. Et on peut dire que là, Napoléon tombe sous son charme. Un jour, elle se promène dans les jardins de Compiègne avec Napoléon, et elle s'extasie devant une goutte de rosée sur un trèfle. Eh bien, dès le lendemain, cadeau, l'empereur lui fait envoyer, voilà, cette magnifique broche trèfle en émeraude et en diamant. Bon, on dit aussi qu'un autre jour, Napoléon III lui demande « Quel est donc le chemin pour arriver à votre chambre ?» Et Eugénie lui répond, non sans malice, « Par la chapelle. » Bon. Il faut dire que Napoléon III doit songer à se marier. Il lui faut assurer sa légitimité et surtout avoir une descendance. Bon, il n'est pas vraiment beau, mais c'est un enjôleur, il est peu fidèle, il a des maîtresses pour des durées plus ou moins longues. Entre autres, il a eu en Angleterre une maîtresse, la jolie Miss Howard, qui a été longtemps sa créancière, mais il ne peut pas évidemment l'épouser. Il lui faut une épouse légitime pour entrer dans le cercle très fermé des familles souveraines en Europe. Alors, il y a des candidates, il y a éventuellement des prétendantes, il y a une Caroline de Bade. C'est une petite cousine de Napoléon par sa mère. C'est une descendante des Beauharnais. Ça ne se fait pas. Il y a Adélaïde Hohenlohe, c'est une nièce de Victoria, mais
Victoria n'est pas très favorable non plus à ce mariage. Elle pense que devenir souveraine de France, c'est peut-être un petit peu périlleux si l'on se souvient du destin de Marie-Antoinette. Et puis il y a Mathilde, dont on a vu le portrait tout à l'heure. Mathilde, qui a d'ailleurs été fiancée, elle est la cousine germaine de Napoléon. Et elle a été fiancée, mais voilà. En fait, Napoléon a choisi. Je suis en visio, je te rappelle dans quelques temps. Il dit donc que c'est Eugénie qu'il souhaite épouser. En fait, Eugénie, qu'a-t-elle pour elle? Eh bien, elle n'a que sa beauté pour séduire. Hein. Elle n'a pas du tout de grands titres de noblesse et en plus, elle ne plaît pas du tout au clan Bonaparte, entre autres à Jérôme. Jérôme, donc frère de Napoléon, qui pense que ce n'était pas son neveu qui normalement devait monter sur le trône en tant qu'empereur, mais que cela lui revenait de droit, puisqu'après tout, il était le frère de Napoléon. Donc, quoi qu'il en soit, Napoléon a choisi, c'est Eugénie, il tient bon. Donc, le mariage est organisé et est célébré le 30 juin 1853 à Notre-Dame de Paris. Donc voilà, Eugénie devenue impératrice des Français. La foule est en liesse et on admire beaucoup cette jeune mariée, si jolie, resplendissante. Elle a une robe de dentelle, elle adore la dentelle, elle a 27 ans, Napoléon en a 45. Victor Hugo, avec sa gentillesse habituelle, dira « L'aigle a épousé une cocotte ». La ville de Paris avait voulu offrir un très beau cadeau à l'impératrice, entre autres une parure de diamants. Eh bien, Eugénie la refuse, mais elle demande que la somme qui devait être consacrée à cet achat eh bien, serve à la construction d'un orphelinat pour jeunes filles pauvres. Alors maintenant, il va falloir apprendre la vie à la cour. Donc, nous voyons ici l'impératrice et ses dames d'honneur. C'est un tableau célèbre de Winterhalter qui se trouve maintenant au musée de Compiègne, au château de Compiègne. Donc, aux Tuileries, eh bien, on s'installe aux Tuileries. Le couple s'installe aux Tuileries. C'est la résidence officielle du couple impérial. Le protocole est strict et l'étiquette est suivie à la lettre. Dans l'intimité, Eugénie tutoie son mari et lorsqu'elle lui écrit, elle le tutoie. Napoléon, lui, la tutoie en toutes circonstances et il l'appelle Eugénie. Pourquoi Eugénie? Parce que Napoléon a gardé d'un passage assez long en Suisse allemande un accent. Il a un accent suisse-allemand. Donc Eugénie, et il la tutoie en toute occasion, même pour les cérémonies officielles. Donc la vie d'Eugénie, eh bien, le matin, elle se lève très tôt, elle se rend surtout dans tous les établissements de charité et voire même les prisons, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Donc sa maison, comme l'on dit, se compose de 38 personnes et elle est entourée d'une dizaine de dames d'honneur. Alors à propos de ce tableau, lorsque Winterhalter a terminé ce tableau, Eugénie le regarde et dit « Je me demande laquelle d'entre elles n'a pas couché avec mon mari ». En effet, on sait que, on l'a déjà évoqué, Louis-Napoléon est peu fidèle, il papillonne, dirait-on. Il n'a pas vraiment de favorite officielle. Hein. Il y aura des aventures, mais pas vraiment de favorite. Et encore une anecdote, un jour, l'impératrice entre dans le bureau de Napoléon et elle voit le portrait d'une dame. Elle jette le portrait par terre, qui se casse, et elle dit à son mari, dorénavant, il faudra vous contenter de l'original. Voilà, il ne manquait pas d'humour. Donc, le couple réside aux Tuileries de décembre au début de l'été. Alors, chaque jeudi, il y a bal au Palais des Tuileries. Les convives, les invités sont là pour 22h30. Comment sont habillées les dames? Eh bien, on porte la crinoline, c'est la nouvelle mode. Pourquoi la crinoline? Parce que l'impératrice aime énormément le XVIIIe siècle et Marie-Antoinette. Elle a une passion pour Marie-Antoinette, ça ne sera pas toujours de bonne loi pour elle. Et plus tard, ce sera la tournure, on adoptera la tournure. Et à ce propos,
Eugénie fait venir d'Angleterre va favoriser, en tout cas, l'essor d'une boutique de haute couture, celle de Charles Worth. Charles Worth qui sera d'ailleurs le premier à faire défiler ses collections sur des mannequins vivants. Ce sera le premier du genre. À 23 heures, donc, lors du bal, le couple impérial arrive, va saluer les invités. Bon, on danse, on se restaure. À 0h30, le couple impérial se retire, mais l'on peut continuer à danser jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est pour le jeudi. Le lundi, il y a aussi réception aux Tuileries, et là, c'est le jour de l'impératrice. Et être convié au lundi de l'impératrice, c'est un signe de distinction, c'est un signe de faveur. On peut y rencontrer, par exemple, Prosper Mérimée, bien sûr, Charles Gounod ou encore Dumas père. Et puis, l'étiquette est toujours bien présente, mais un petit peu plus légère dans ces réceptions du lundi. Quand vient l'été, la cour part à Fontainebleau, à Saint-Cloud, à Biarritz, et puis à partir de 1856, eh bien, vont être inaugurées ce qu'on appellera les séries de Compiègne, qui se tiennent durant le mois de novembre. Les séries, eh bien là, c'est beaucoup moins protocolaire. Et ces séries sont surtout avec des thèmes. Il y a, par exemple, les séries, on peut dire, artistiques. Alors, on rencontre Winterhalter, on va rencontrer Isabelle, Vernet ou encore Eugène Delacroix. Ou encore des soirées, des séries musicales. Alors là, on côtoie Meyerbeer ou encore Verdi. Le milieu littéraire fait partie aussi de ces séries. Donc là, du beau monde, Alfred de Vigny, Dumas fils, Sainte-Beuve, George Sand, Gustave Flaubert, Paul Féval. Pour les scientifiques ne sont pas oubliés non plus, Cuvier, Claude Bernard ou encore Pasteur. Alors, lorsque l'on est invité à une série, on est invité pour une semaine. Alors, comment se déroule la semaine? Eh bien, on a une chambre attitrée. Dans la journée, on fait un petit peu ce que l'on veut. On peut aller à la chasse, on peut jouer au croquet, on peut aller au pique-nique, on peut aussi simplement se promener. Et puis, il est de bon ton de se rendre au château de Pierrefonds. Alors voilà, donc Compiègne. Et voilà le château de Pierrefonds. À l'époque, eh bien, le château de Pierrefonds est en pleine réfection, évidemment, et on pense que ce sera un très beau cadeau pour le prince impérial, le fils donc de Napoléon et de Joséphine. Donc, vous avez reconnu ce fameux château de Pierrefonds. Les soirées, eh bien, que fait-on? Eh bien, des représentations théâtrales, on chante, on danse, on joue aux cartes et cela dure à peu près jusqu'à minuit et après, on gagne sa chambre. On va même raccompagner, là le protocole est très allégé puisqu'on va même raccompagner les invités à la gare. Alors, il y a une date très particulière, c'est le 15 novembre. Là, il y a un feu d'artifice parce qu'on fête la Sainte-Eugénie. Donc, feu d'artifice. Et là, ça clôt un petit peu la période des séries. Alors, l'ambiance est très bonne enfant. Les invités sont toujours ravis. Mais il y a un petit bémol, c'est qu'il fait extrêmement froid, paraît-il, au château de Compiègne. Donc, Eugénie est obligée d'apprendre son métier d'impératrice. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Elle doit composer, comme nous le disions, avec le clan Bonaparte, qui va manœuvrer vraiment pour lui mettre des bâtons dans les roues, et entre autres la princesse Mathilde. Là, les relations sont vraiment peu simples. Alors, ce salon de la princesse Mathilde, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, est fréquenté par, je dirais, tout le gratin parisien de l'époque. Et Mathilde est froissée de l'intérêt que le peuple porte à Eugénie. N'oublions pas qu'elle a été fiancée
à Napoléon III, et lorsqu'il était célibataire, elle jouait, nous dirions aujourd'hui, le rôle de première dame, elle l'accompagnait partout. Donc elle est un petit peu mortifiée et elle ne va pas se gêner pour casser du sucre sur le dos d'Eugénie. Et entre autres, elle colporte des rumeurs et elle n'hésite pas à recevoir l'une des maîtresses de Napoléon, la fameuse comtesse de Castiglione. De même, Mathilde n'hésite pas le jour du vendredi saint à faire menu gras, c'est-à-dire qu'on sert de la viande parce qu'elle sait que de toute façon, ce sera répété à la très catholique Eugénie, tout pour déplaire. Alors, Mathilde, on l'appelle dans son salon Notre-Dame des Arts. Par contre, on se moque, on se gausse d'Eugénie, que l'on appelle la fée chiffon. Parmi les, je dirais, les détracteurs, surtout détractrices d'Eugénie, il y a aussi Clotilde. Clotilde est princesse de Savoie, c'est la fille de Victor Emmanuel II de Savoie. Elle a épousé le fils de Jérôme, donc elle est la belle-sœur de Mathilde, et quand elle parle d'Eugénie, elle dit la petite Montiron, sans intérêt. Et Eugénie, bien Eugénie se sent mal à l'aise parce que elle sait très bien qu'elle ne sera jamais une Blanche de Castille, elle ne sera jamais Anne d'Autriche, elle ne sera jamais Joséphine de Beauharnais. Celle qu'elle admire, on en parlait tout à l'heure, c'est Marie-Antoinette. Bon, ça n'est peut-être pas le meilleur choix, en tout cas, elle admire énormément le style XVIIIe siècle. Par contre, n'oublions pas, elle a été une femme libre et elle souhaite faire avancer la cause des femmes. Et c'est ainsi qu'en 1861, elle intervient personnellement pour que Julie Daubier puisse recevoir son diplôme de première bachelière. En effet, elle avait réussi l'examen, mais le ministre de l'Éducation ne signait pas le document. Donc, Eugénie interviendra particulièrement pour qu'elle puisse être reconnue. De même, la femme peintre Rosa Bonheur, peintre animalière surtout, qui sera décorée de la Légion d'honneur par l'impératrice elle-même. Bon, il y a d'autres cas. George Sand, qui pensait pouvoir être admise à l'Académie française, demandera aussi l'aide de l'impératrice qui fera tout ce qu'elle peut. Malheureusement, cela n'aboutira pas. Elle aidera aussi d'autres personnages. Elle aidera entre autres Gustave Flaubert. Gustave Flaubert qui a des ennuis avec la justice pour outrage aux bonnes mœurs après la parution de Madame Bovary. Eh bien, elle va intercéder pour lui. De même, elle intercédera pour Charles Baudelaire, qui, après la parution des Fleurs du Mal, a aussi des difficultés avec la justice. On va lui imposer une amende de 300 francs à l'époque, qui sera ramenée grâce à Eugénie à 60 francs. Pour vous donner la parité, le franc de l'époque, c'est à peu près 3,25 € aujourd'hui. Voilà à peu près la parité. En plus, elle veut vraiment avoir un acte charitable. Elle aime faire la charité, elle aime aider son prochain. Nous l'avons vu tout à l'heure, elle demande à ce que l'on construise un orphelinat pour les jeunes filles pauvres et souvent, dans la semaine, elle va voir aussi les prostituées qui sont enfermées à la prison Saint-Lazare. Elle leur apporte, elle améliore le quotidien en leur apportant des vêtements et de la nourriture. Et puis, elle a créé une société en 1867 qui s'appelle la Société du Prince Impérial. C'est une association qui permet de souscrire des micro-prêts, voilà, avec un système de solidarité. Et là, elle a demandé l'aide de banquiers comme Rothschild ou Pereire qui ont aidé à constituer cette association. Et cette association permet donc à des gens, à des travailleurs, à des artisans de pouvoir obtenir des prêts pour des outils et puis ouvrir une boutique. Et elle a créé aussi avec Napoléon ce que l'on appelle à l'époque les fourneaux économiques. Eh bien, les fourneaux économiques, on pourrait appeler ça aujourd'hui les restos du cœur. En effet, c'est destiné
aux indigents. On leur donne de la nourriture tous les jours, on leur distribue des plats chauds. Et pas seulement à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France. Il y en a par exemple à Saint-Étienne, mais aussi ailleurs. En plus, Eugénie a à cœur de développer l'économie. Bon, on l'accuse d'être frivole, de porter des robes, mais en fait, ces robes, elle les appelle mes robes politiques, parce qu'elle se dit, mes robes sont destinées à être vues, puis ensuite à être copiées. Et c'est ainsi qu'elle va favoriser l'essor de la dentelle de Calais et assurer la prospérité de la ville avec la dentelle de Calais, où on se met à fabriquer de la dentelle mécanique, donc plus ou moins abordable pour tout le monde. On parlait du couturier Charles Worth, donc elle fait faire des robes, mais elle se dit elles pourront être copiées et même vendues dans les grands magasins qui font leur apparition, par exemple au bon marché, des robes que l'on peut aussi acheter par correspondance. Et puis, le couple impérial n'hésite pas à se faire tirer le portrait. On se fait représenter, donc avec les vêtements, et là on copie, on se dit, ah, l'impératrice a telle robe, tiens, elle porte tel chapeau, donc je vais aller m'en acheter un similaire au magasin, ou bien l'acheter par correspondance. Bon, vous allez me dire, tout cela est bien frivole. En fait, Eugénie va aussi acquérir un rôle politique. Napoléon va lui accorder le titre de régente et lorsqu'il s'absente, donc, elle peut assurer le pouvoir. Ce sera à 3 reprises. En 1859, lors de la campagne d'Italie, en 1865, lors d'un voyage de Napoléon III en Algérie, et en 1870, lors de la guerre contre la Prusse. Alors, nous parlions tout à l'heure de moments heureux. Eh bien, on en retiendra 3. Le premier, c'est évidemment en 1856, la naissance du prince impérial. Le prince impérial naît le 16 mars 1856 et en fait, c'est un bonheur complet parce que l'impératrice avait fait une fausse couche quelques années auparavant suite à une chute de cheval et on se demandait si elle pourrait avoir d'autres enfants. Donc, ce petit prince qui s'appelle Eugène Louis-Jean Joseph Bonaparte, eh bien, il naît au moment où se tient le congrès de Paris qui met fin à la guerre de Crimée, qui avait été remportée par l'Angleterre et la France, qui étaient alliés contre la Russie. Donc, on pense que c'est de bon augure. Alors, cet enfant, eh bien, il est appelé Loulou par ses parents. Alors, on lui passe absolument tous ses caprices. Il a pour parrain le pape Pie IX et pour marraine la reine Victoria. Et sa nurse est une Anglaise, Miss Shaw, qui très vite lui enseigne l'anglais dès son plus jeune âge. Alors, l'empereur craque pour son petit garçon, il peut entrer à n'importe quel moment dans le bureau de son père, le père l'emmène partout, il est connu de la population qui l'apprécie beaucoup, il a des précepteurs, il est très doué pour la musique, pour le dessin, mais on le laisse jouer aussi avec des enfants de son âge. Contrairement, souvenez-vous, à la cour d'Angleterre où on ne laisse pas les enfants jouer avec des enfants de leur âge. Deuxième moment heureux, eh bien, c'est l'exposition universelle de 1855. 1855, une première exposition universelle a lieu à Londres, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que va naître une grande amitié entre Victoria et son mari Albert et le couple impérial Eugénie et Napoléon. Vraiment une amitié extrêmement solide. La même année, le couple anglais, le couple royal anglais, est invité à l'exposition qui se tient en août 1855 à Paris. C'est absolument une réussite. Il y a 6 millions de visiteurs, il y a 24 000 exposants, donc c'est l'image de la France. C'est vraiment ce que la France peut faire de plus beau, de meilleur, que ce soit en matière industrielle, que ce soit en matière agricole, en matière horticole, en matière musicale, en matière artistique, tout est représenté. Et si l'on se promène
dans les différents palais, on les appelle les palais de l'industrie, qui ont été réalisés à ce moment-là, ça se tenait à peu près au niveau du Grand Palais aujourd'hui. C'était très vaste, mais ça se tenait à peu près là. Eh bien, on peut croiser Jacques Offenbach qui vient jouer de la musique, on peut rencontrer Ingres, Delacroix, Courbet, qui encore Berlioz, Rude. Donc, vous voyez, des personnalités importantes de l'époque. On crée même une rose qui s'appelle Triomphe de l'exposition en 1855. C'est vraiment l'image de la France à cette époque. Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Napoléon avait demandé à chaque région viticole française d'apporter un vin, de présenter ses vins et d'en faire une classification qui est toujours existante aujourd'hui, c'est-à-dire grand cru, premier cru, cru bourgeois. Eh bien, il y a un refus. Ce refus, il vient du château Siran, c'est un Margaux, donc nous sommes dans le Bordelais, et le propriétaire, c'est le comte de Toulouse-Lautrec, Montfas, c'est le grand-père de Henri de Toulouse-Lautrec. La raison est que c'est un royaliste pur et dur qui refuse absolument d'envoyer son vin dans une exposition qui a été organisée par le neveu de l'usurpateur. Voilà, c'est une petite anecdote. Et puis, autre réussite pour Eugénie, eh bien, c'est un voyage en Orient qui se concrétise en 1861 par l'inauguration du canal de Suez. Ce canal de Suez, eh bien, c'était un projet de Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps n'est autre que le cousin de l'impératrice Eugénie. La mère de Ferdinand et la grand-mère maternelle d'Eugénie étaient sœurs. Ferdinand de Lesseps, qui est un grand diplomate, il a été diplomate en Allemagne, diplomate aussi en Espagne, a un projet. Pendant 20 ans, il a mûri ce projet de canal de Suez. Il va mettre 10 ans à le réaliser. Et voilà, c'est l'apothéose. Donc, cela fait partie d'un des grands moments pour l'impératrice Eugénie. Ça, ce sont donc les années roses. Et puis vont venir les années sombres, malheureusement. Ce sera la décennie 1860-1870 avec deux affaires, l'affaire du Mexique et puis, pire qu'une affaire, c'est la guerre de 1870. Donc voilà, Eugénie en 1864. L'affaire du Mexique, eh bien, elle va faire vaciller l'image de l'Empire et surtout d'Eugénie. Bon, Napoléon III, lorsqu'il était prisonnier au fort de Ham, s'était intéressé au Mexique et ignorant qu'il deviendrait un jour empereur des Français, il s'était dit il y a des affaires à faire dans ce pays et j'irai, je m'y rendrai plus tard. En fait, que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'anarchie au Mexique. La monarchie a été renversée, c'est la guerre civile, un certain Benito Juárez a pris le pouvoir, les monarchistes ont dû s'enfuir et l'un d'entre eux, José Hidalgo, vient à Paris, demande à rencontrer l'impératrice et il lui dit oui, il faudrait qu'une monarchie, est-ce que vous pourriez, Majesté, nous aider? Elle en parle à Napoléon. Et puis finalement, Napoléon n'est pas mécontent de voir Eugénie s'occuper d'affaires politiques pendant que lui, eh bien, ça cache un petit peu ses tromperies. Elle est occupée à autre chose. Et puis, Eugénie a pour amie la princesse de Metternich, c'est la femme de l'ambassadeur d'Autriche, et on se dit qui pourrait-on mettre sur le trône du Mexique? Et l'on va trouver le frère de François-Joseph, empereur d'Autriche. Il s'agit de Maximilien, qui est un petit peu dilettante, qui n'a pas beaucoup de caractère, mais qui a une femme, Charlotte de Belgique, extrêmement ambitieuse. Voilà le couple. En effet, Charlotte est la belle-sœur de Sissi et elle rêve d'égaler sa belle-sœur en devenant elle-même impératrice et pourquoi pas impératrice au Mexique. Donc, on se place sur l'échiquier politique. On profite aussi du fait que les États-Unis sont occupés avec la guerre de sécession. Donc, Angleterre et Espagne se présentent comme des défenseurs des libertés, mais en fait, les Mexicains ne veulent pas voir revenir ni les Anglais ni les Espagnols, qui sont d'anciens colonisateurs. Donc, il reste finalement la France. Et puis,
bientôt, eh bien, les Américains qui sont sortis de la guerre de sécession vont dire attention, nous n'acceptons pas que l'Europe s'immisce dans les affaires du continent. Donc, Napoléon se retrouve seul dans l'affaire. En plus, les soldats français se disent pourquoi faire couler notre sang pour un Habsbourg, et certains passent même dans le camp de Juarez. Donc, finalement, Napoléon va abandonner Maximilien à son sort. Voilà. Et Maximilien, eh bien, il sera exécuté en 1867. Donc, en fait, en France, eh bien, l'opinion publique va dire tout cela, c'est la faute de l'Espagnol. Comme on avait dit pour Marie-Antoinette, l'Autrichienne, eh bien, ce sera l'Espagnol dorénavant, ce sera l'Espagnol. Guerre de 1870, eh bien, les tensions avec la Prusse apparaissent avec la succession d'Espagne. Le trône est vacant et il faut trouver un candidat. Quelqu'un se présente, c'est un prince, il s'appelle Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen. C'est aussi un petit cousin de Napoléon III par la branche Beauharnais. Et donc, il pose sa candidature le 21 juin 1870. Or, un Hohenzollern sur le trône d'Espagne bien fait très peur à la France et d'ailleurs aux chancelleries européennes. On se dit, on ne va pas revenir à l'époque de Charles Quint où la France était prise en tenaille avec les Habsbourg. Donc, cela fait un petit peu peur. Alors finalement, le prince eh bien, retire sa candidature, décide de se retirer le 12 juillet 1870. Bon, cela soulage la diplomatie française qui croit que l'affaire est réglée, mais malgré tout, le gouvernement de Napoléon III, mais aussi la presse et puis l'opposition sont tous unanimes pour demander un engagement écrit. On ne veut pas se contenter d'un accord verbal, on veut un écrit de renonciation définitive et une garantie que l'on demande au roi de Prusse, Guillaume Ier. Bon, celui-ci accepte d'envoyer un courrier, une dépêche, et de façon très polie. C'est extrêmement courtois et très, très poli. Seulement, derrière tout cela, il y a Bismarck. Et Bismarck pense qu'une guerre contre la France serait un bon moyen pour lui de faire avancer l'unification de l'Allemagne. Et il va donc récupérer la dépêche du roi Guillaume de Prusse et il va la transcrire dans un style extrêmement désobligeant, extrêmement dédaigneux. C'est la fameuse dépêche d'Ens. Et Bismarck dit « Cela fera l'effet d'un manteau rouge sur le taureau gaulois ». Pour la France, c'est un camouflet, c'est un affront, c'est une gifle. Et en plus, tout cela a été diffusé dans toutes les chancelleries européennes. Donc, la foule parisienne, la presse, tout le monde réclame la guerre. Il faut des compensations, on ne peut pas en rester là. Émile Ollivier, qui est chef du gouvernement, et Napoléon III vont vite se rendre compte que ça n'est pas le véritable document, mais ils pensent qu'il est un petit peu tard. De toute façon, l'opinion publique est pour la guerre, il y a beaucoup de partisans de la guerre, et Eugénie elle-même est favorable à la guerre. Bon. Napoléon se dit aussi qu'après tout, une guerre, ce serait peut-être un moyen de laisser à son fils une certaine aura, un certain prestige, parce qu'on peut gagner cette guerre, donc pourquoi pas. En fait, dès le début, c'est l'échec, parce que l'armée prussienne est beaucoup plus importante, le double de l'armée française. Le matériel est bien supérieur aussi, entre autres avec les canons de groupe. Et puis, le gouvernement Émile Ollivier est renversé. Napoléon III se retrouve seul. Il ne sait guère que faire. En plus, il ne peut plus monter à cheval. Il souffre énormément d'une maladie qu'on appelle la maladie de la pierre. En fait, il a un caillou de 25 grammes dans la vessie et qui le fait extrêmement souffrir. Donc, le 2 septembre 1870, c'est la défaite de Sedan. L'empereur est fait prisonnier. Donc, Eugénie est normalement régente, mais en fait, elle craint pour sa vie. Elle se rappelle de la guerre civile en Espagne, qui lui a laissé vraiment des souvenirs marquants. Elle se réfugie, elle prend un fiacre, elle se réfugie chez son dentiste, qui va tout faire pour lui permettre de fuir en Angleterre. En France, eh bien, on proclame la République. Fabre et Gambetta proclament la République.
Et puis, voilà, c'est la troisième période dans le destin d'Eugénie, ce sont les années noires. Alors, les calomnies vont pleuvoir sur la pauvre Eugénie. On va dire, tout est la faute de l'Espagnol. Voilà, comme on avait dit pour Marie-Antoinette. Eugénie écrira la chose suivante. Elle dira « Au début du règne, je fus la femme frivole, ne s'occupant que de chiffons, et vers la fin de l'Empire, je suis devenue la femme fatale, responsable de tous les malheurs, et la légende l'emporte toujours sur l'histoire. » Un journaliste qui s'appelle Frédéric Louvier écrira à propos d'Eugénie. Elle était femme, donc impulsive, sensitive, étrangère à la raison. Eugénie finira aussi par dire « À 12 ans, je voulais devenir actrice. Je n'ai pas eu cette chance. Je suis devenue impératrice. » Et enfin, à propos des femmes, un médecin, le docteur Richelot, avait écrit que pour être médecin, il faut avoir une intelligence ouverte et prompte, un empire complet sur toutes ses sensations, un grand sang-froid, un mélange de bonté et d'énergie, une vigueur morale et au besoin une force musculaire. C'est tout à fait contraire à la nature féminine. Bon, calomnies que vont alimenter les Bonaparte, bien sûr, hein, qui ne se gênent pas pour voilà, divulguer toutes sortes de calomnies en occultant le rôle d'Eugénie dans ses actions charitables et l'essor de l'économie. Donc, les années noires. Eh bien, les années noires, c'est l'exil. Eugénie est reçue par sa grande amie Victoria, qui met à sa disposition une belle demeure au sud-est de Londres, c'est Camden Place. Et en mars, Napoléon III, en mars 1871, et le prince, qui ont passé 195 jours de captivité en Allemagne, vont la rejoindre. Il recrée là-bas une petite cour bourgeoise. On rêve à un improbable retour en France, mais Eugénie est lucide. Elle dira « on ne fait pas un coup d'État deux fois ». Bon, même si après la mort de l'empereur Napoléon III, le 9 janvier 1873, elle tente de se battre pour rétablir l'Empire en faveur de son fils. Son fils est le prince impérial, le voilà à 20 ans. Celui-ci, comprenant qu'il ne peut pas servir la France, qu'il n'a pas la possibilité pour le moment de servir la France, s'engage dans l'armée britannique et il part combattre les Zoulous. Malheureusement, il meurt, tué de 17 coups de saguet, et il avait 23 ans, et on est en 1879. Eugénie apprendra la nouvelle assez tardivement, plus d'un mois après, et elle voudra se rendre en territoire zoulou un an après pour être sur les pas de son fils. Et le prince lui avait dit, voilà ce qu'il lui avait dit, « Voulez-vous que je sois toujours pour tout le monde le petit prince? Voulez-vous que je m'étiole et que je meure d'ennui comme le duc de Reichstadt? Si je suis capable de me battre pour un pays qui n'est pas le mien, la France comprendra que je suis prêt à me battre pour elle. » Alors Eugénie va quitter cette demeure de Camden Place qui lui rappelle trop de mauvais souvenirs douloureux. Elle s'installe à Farnborough dans le Hampshire et elle fait construire une église pour accueillir les cercueils de son mari et de son fils. Et commence alors pour elle une longue vie d'errance. Il lui reste 47 ans à vivre. Alors cette vie d'errance, eh bien, elle voyage en France. Elle a, à partir de 1882, la possibilité de revenir en France. Elle lui a été accordée par la République, donc elle se partage entre l'Angleterre, voilà, Eugénie est maintenant âgée, elle se partage entre l'Angleterre, Biarritz, la Côte d'Azur, et elle y retrouve deux bonnes amies. Ces deux amies, c'est Victoria et Sissi. Alors avec Sissi, tout n'avait pas vraiment bien commencé. En 1867, le couple impérial s'était rendu à Vienne pour une visite de condoléances à François-Joseph et à Sissi après la mort de Maximilien. Bon, l'ambiance était, on peut se
été très tendue et cela avait été accentué par la rivalité entre les deux femmes. Quelle est la plus belle? Sissi, avec ses 50 cm de tour de taille, sa haute taille, sa très belle chevelure, son port de reine, elle est élancée, ou Eugénie qui a un beau visage, un beau décolleté, de belles épaules et de petits pieds. Bon, donc il y avait eu rivalité. Mais plus tard, eh bien, elles vont se découvrir et s'apprécier puisqu'elles ont été rapprochées par les malheurs. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. On est en juillet 1910. Et juillet 1910, on se trouve à Compiègne, au château de Compiègne. Il y a 4 personnes qui viennent visiter, 2 hommes, 2 femmes. Une des femmes est plus âgée que l'autre. Et puis, on visite. Et puis, à un moment, la femme plus âgée s'arrête devant une inscription. Il est écrit « 10 mars 1866 » et elle se met à pleurer. On lui amène une chaise, on va lui chercher un verre d'eau, elle remonte sa voilette et les employés disent oh, « c'est l'impératrice, c'est l'impératrice ». Et en fait, cette inscription rappelle à Eugénie ce qu'elle avait fait ce 10 mars 1866 pour les 10 ans de l'empereur, du petit prince impérial. Elle avait sorti une toise et elle avait écrit près d'une fenêtre, donc la taille du petit garçon. Alors Eugénie, là nous sommes en 1910, en fait elle va s'éteindre le 11 juillet 1920 en Espagne, au château de sa sœur qui est morte depuis bien longtemps, la duchesse d'Albe, et aucun honneur ne lui est rendu en France, ça n'est pas autorisé par le gouvernement Clémenceau, aucune cérémonie, mais par contre, il y a une petite dérogation, les Parisiens sont autorisés à venir rendre hommage à l'impératrice le 17 juillet à la gare d'Austerlitz avant que le train ne l'emmène vers Farnborough rejoindre les siens. Alors, l'opprobre jeté par la postérité sur Napoléon III a rejailli sur elle. L'histoire s'est acharnée à construire une légende noire et tenace. Elle était une femme, elle était espagnole, elle était libre dans ses actes et dans ses paroles, mais fidèle à la France. Et je voudrais, en conclusion, vous raconter encore une histoire. Donc, lorsqu'elle était dans le Midi, Eugénie avait fait construire une villa en l'honneur des Bonaparte. Cyrnos, c'est le nom en grec de la Corse. Donc, vous voyez, hein, honneur aux Bonaparte. Et puis, pardon, excusez-moi, une lettre. Bon, on voit mal cette lettre, mais je voudrais vous raconter cette histoire. Nous sommes en 1918. La Première Guerre vient de prendre fin et on s'intéresse aux traités. Les vainqueurs veulent faire vite pour rédiger les traités de paix. Et Eugénie, qui s'est toujours intéressée à l'histoire, qui s'est toujours intéressée à ce qui se passait aux événements qui l'entouraient, eh bien, voit que ça n'avance guère et qu'en tout cas, le problème de l'Alsace et de la Lorraine a du mal à se régler. Et les Américains ne se sentent pas franchement concernés par la question. Les Américains disent, après tout, depuis 1870, Alsace et Lorraine sont dans le giron de l'Allemagne, bon, ça n'est pas la priorité. Eh bien, pour Eugénie, c'est une priorité. Elle a le souvenir d'une lettre. Elle est presque aveugle, mais elle va retrouver cette lettre. Une lettre que lui avait envoyée Guillaume de Prusse. Elle avait, en 1870, écrit à Guillaume en lui demandant « Que comptez-vous faire de l'Alsace-Lorraine? Vous prenez l'Alsace-Lorraine, mais quel statut, que pensez-vous en faire ?» Et Guillaume lui avait répondu très gentiment, une lettre très affable, en disant « Majesté, pour moi, l'Alsace-Lorraine ne sont que des zones stratégiques, ce ne sont que des zones tampons si la France avait dans l'idée de vouloir nous faire la guerre et de vouloir envahir notre pays, au moins il y aurait ces 2 zones tampons. En aucun cas, pour moi, ce ne sont des territoires à annexer dans l'Allemagne, le territoire est bien assez vaste. » Donc, forte de ce document, elle fait prévenir Clémenceau. Et là, Clémenceau dit quoi? La vieille bigote, la Cato, elle doit être complètement folle, elle n'a plus toute sa tête, c'est n'importe quoi. Bon, Eugénie ne désarme pas, elle fait faire une copie de la lettre et elle l'envoie à Clémenceau. Et là, Clémenceau peut faire valoir les droits et Alsace-Lorraine peuvent rentrer dans le giron de la France. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est une petite histoire qui a probablement servi
la grande histoire. Et je terminerai par une rose, c'est la rose Eugénie qui avait été créée aussi lors de l'exposition universelle de 1855. Merci. Merci à vous. Bravo. Merci, merci. Hein. Voilà. Bravo. Merci, Thérèse. Parfait.